Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce premier Facebook Live, je suis désolé. Alors pourquoi premier? C'est parce que c'est la première intervention qu'on fait de ce type-là et il y aura une suite qui sera donnée au fil des mois dans le cadre de web conférences. Voilà, c'est pour nous une occasion importante de pouvoir échanger avec vous sur des sujets qui nous tiennent à cœur et en particulier tout ce qui est matériaux de construction biosourcés. Alors, quand je parle de matériaux biosourcés, j'ai en tête quelque chose qui est important pour nous. C'est une labellisation qu'on vient d'obtenir sur nos produits d'isolation. Peut-être le savez-vous, peut-être le savez-vous pas, mais il existe depuis quelques mois un label produit biosourcé qui met en avant donc, ce type de matériaux à partir du moment où ils intègrent une quantité très importante de matières biosourcées, donc d'origine végétale ou animale. Donc je représente la société Biofib Isolation, j'en suis le directeur. Je suis accompagné aujourd'hui de deux jeunes ingénieurs qui travaillent avec moi et qui sont spécialisés dans l'univers de la R&D au sens large. Donc Valentin, directement à ma gauche, et juste à côté de lui, Martin, donc, qui vous expliqueront dans quelques instants un petit peu leur vision des choses sur ces matériaux d'origine biosourcée. Alors Biofib Isolation, c'est notre marque commerciale pour les produits d'isolation thermique et acoustique. Donc on est une société qui est relativement jeune, on a moins de 10 ans d'existence. Par contre, on est de plus en plus présent sur ces marchés des produits biosourcés. Alors un produit biosourcé, qu'est-ce que c'est? Beaucoup se posent la question. Et là, je vais passer la parole à Valentin qui va vous donner quelques explications sur ce thème-là. Alors bonjour à tous. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet sur la présentation de qu'est-ce qu'un produit biosourcé, je vais vous présenter quelques données sur le secteur du bâtiment en général. Donc, un des premiers points qui est très important dans le bâtiment, c'est que le bâtiment représente 45% des consommations d'énergie finale. Alors, qu'est-ce que c'est Les 45%, ça fait que le secteur du bâtiment, c'est le premier secteur consommateur qui est même devant le secteur de l'automobile. Et c'est aussi le quatrième secteur le plus polluant en termes de gaz à effet de serre. Donc, d'où viennent ces consommations d'énergie? Donc, ces consommations d'énergie, elles viennent d'une part de la surconsommation des bâtiments, des pertes d'énergie au travers de l'isolation des bâtiments. Lorsqu'ils ne sont pas isolés, justement. Voilà. Et aussi au travers de l'énergie grise. Alors, l'énergie grise, qu'est-ce que c'est? L'énergie grise, c'est l'énergie nécessaire à la production d'un matériau. C'est l'énergie qui va prendre en compte tout le processus de fabrication, de l'analyse de cycle de vie du produit, depuis l'extraction de la matière, jusqu'à la fin de vie, son recyclage, mais ça prend aussi en compte son utilisation, sa maintenance. Donc voilà ce que c'est l'énergie grise. Ouais. Et si tu permets, Valentin, une petite précision en ce qui concerne notre process, puisque vous le verrez après, nous on travaille des pailles de chanvre et de lin, mais notre process industriel est un procédé dit à sec, c'est-à-dire que c'est un process sec de A à Z. On ne fait absolument pas appel à l'humidité dans le process, donc on n'a pas de séchage, on n'a pas de choses consommatrices d'énergie. Donc on s'intègre vraiment dans cette notion d'avoir une très faible énergie grise. Oui, voilà, tout à fait. Alors pour revenir du coup à qu'est-ce qu'un matériau biosourcé? Un matériau biosourcé, c'est, je dirais, une solution qui permet de réduire cette énergie grise en utilisant une ressource renouvelable, si possible le plus local possible. Et pourquoi les isolants ou la matière végétale va nous permettre de réduire cette énergie grise? C'est que les matières végétales vont stocker du carbone lors de leur culture, ce qui va nous permettre encore de minimiser leur impact et leur dégagement de CO2. Donc chez Biofib Isolation, nous avons choisi donc de nous concentrer sur cette activité d'utiliser et de développer des matériaux isolants à partir de matières végétales, et nous avons choisi de nous concentrer sur le chanvre. Donc pourquoi le chanvre?
Juste un petit commentaire, si tu veux bien, Valentin. Quand tu parles de carbone, c'est très très important. Carbone stocké dans la plante, mais en plus issu de matières renouvelables. Ça, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le carbone biogénique donne un avantage considérable à ce type de matériaux. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il semblerait que la future réglementation thermique et environnementale à l'horizon 2020 intègre cette notion de carbone stocké issu d'origine de matériaux renouvelables. Oui, voilà. Et donc nous, justement, sur cette notion de matière renouvelable, l'un des avantages principaux du chanvre, c'est que c'est une matière qui est une culture annuelle, donc une renouvelabilité vraiment importante. Ensuite, un des autres points qui est primordial pour nous, c'est que la culture du chanvre nécessite peu, voire aucun intrant, très peu d'intrants en termes de, que ce soit en eau ou voire aucun apport en matière azotée. Et ça, ce sont les deux points qui sont importants d'un point de vue agronomique. Mais maintenant, un des autres points très importants sur la matière du chanvre, c'est que c'est une matière qui va avoir beaucoup de valorisation possible. Donc nous, chez Biofib Isolation, nous avons choisi de nous concentrer sur les applications dans le domaine du bâtiment, mais il existe de nombreuses autres applications. Olivier, si tu veux... Oui, absolument, absolument. Donc aujourd'hui, comme le souligne Valentin, donc il y a le marché de l'isolation thermique des bâtiments, donc là on est très présent, mais il faut savoir qu'on utilise aussi la paille de chanvre et les produits qui en sont dérivés, notamment la fibre, dans d'autres secteurs qui n'ont absolument rien à voir. Le premier, peut-être le plus technique dans son approche, reste l'industrie automobile, où on utilise cette fibre de chanvre comme fibre de renfort, associée à différentes résines, pour faire des produits thermocomprimés qu'on va retrouver dans l'habitacle intérieur d'un véhicule. Par exemple, votre tableau de bord, votre garniture de portière, votre console. Donc ça, c'est une utilisation assez importante des fibres de chanvre. Également en très fort développement, parce que les équipementiers automobiles apprécient cette matière végétale. On a également des marchés importants dans l'industrie papetière pour faire des papiers techniques et notamment des papiers très très fins. La fibre de chanvre apporte cette particularité de pouvoir accéder à ces types de papiers techniques. Et puis ensuite, on a des coproduits donc, qui viennent également de la paille, qu'on utilise donc, dans des domaines qui n'ont rien à voir, tels que le paillage, la litière animale par ailleurs, et puis comme granulat pour faire des bétons de chanvre. Très bien. Alors, vite fait pour vous présenter, Olivier, est-ce que tu peux me donner la paille? Alors, on va vous présenter en quoi consiste l'activité de Biofib Isolation. Donc ici, ce que vous voyez, c'est notre matière première, donc il s'agit de la paille de chanvre. Donc notre première transformation chez Biofib Isolation consiste à fragmenter cette paille, afin de séparer les particules que vous voyez ici, qu'on appelle de la chaîne VOT, des fibres qui se trouvent en périphérie de la paille. Ces fibres vont être, je dirais, tissées, affinées de manière peignée et affinée de manière à vraiment obtenir un produit sans chaîne VOT. Et on va vous montrer le résultat final. Nous obtenons du coup des fibres qui sont d'une qualité technique, donc vraiment sans chaîne VOT. Cette fibre, c'est celle que nous allons utiliser pour fabriquer nos différents matériaux isolants. Donc l'activité de fabriquer les matériaux isolants, c'est la deuxième activité qui est réalisée sur le même site de production que la première unité de défibrage. Donc ici, vous pouvez voir les différents isolants qui sont fabriqués à partir de la fibre de chanvre. Donc on va prendre ces fibres qu'on va mélanger avec un liant que nous allons mettre en faible quantité, et nous allons faire passer toute cette matière dans un four afin d'obtenir la cohésion des fibres entre elles, et la semi-rigidité des produits. Voilà. J'en profite et je m'adresse à tous nos internautes. Si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à vous manifester. On essaiera d'y répondre du mieux possible. C'est complètement open. Donc n'hésitez pas à nous questionner.
Valentin, un petit complément d'information. En fait, aujourd'hui, donc vous l'avez compris, on est dans une politique environnementale très, très marquée au sein de notre société, et on a vraiment une politique zéro déchet. C'est-à-dire que toute la matière première est transformée et valorisée dans une application quelle qu'elle soit. Un des atouts que l'on a également, c'est que donc on a 2 procédés, des fibrages, nappage pour faire ce type de produit, et qu'aujourd'hui nous sommes les seuls en Europe à avoir cet outil industriel permettant d'associer directement le défibrage des pailles à la fabrication des isolants thermiques pratiquement en continu. Valentin, je ne sais pas si tu veux apporter d'autres précisions? Non, merci. Non? Ça va aller. C'est bon? Très bien. Alors, on veut donner à cet échange un caractère technique, c'est aussi l'intérêt de ce Facebook Live. Aujourd'hui, on souhaitait vous parler un petit peu d'une application typique, notamment celle de la toiture, parce qu'il nous semble que le domaine de la toiture reste aujourd'hui, que ce soit en neuf ou en rénovation, le domaine peut-être le plus important en termes d'isolation thermique pour avoir un bon confort intérieur, une bonne efficacité énergétique. Je vais passer la parole à Martin qui va nous apporter quelques précisions sur ces utilisations. Merci, en Olivier. toiture. Une fois encore. Effectivement, la toiture, sujet très important au regard de l'isolation thermique, puisque dans une maison, on va se contenter aujourd'hui de parler résidentiel et tertiaire, ou surtout résidentiel, dans une maison non isolée, la toiture peut constituer un poste de déperdition jusqu'à 30% de vos déperditions d'énergie. Donc c'est un des postes prioritaires à isoler si vous souhaitez réduire vos consommations. Aujourd'hui, on va considérer 2 cas majeurs qui sont les combles aménagés dans lesquels on va réaliser ensuite des pièces à vivre et les combles perdus qui ne seront pas ensuite utilisés. Pour le cas des combles perdus, que le support soit béton ou bois, on parle d'un support horizontal, on va avant tout déployer au sol une membrane flexible que vous voyez ici, qui va permettre de répondre à 2 problématiques dans les réductions de consommation d'énergie. On va assurer avec cette membrane une étanchéité à l'air qui va nous permettre de réduire les échanges entre l'air froid extérieur et l'air chaud intérieur en hiver, l'inverse en été, et également d'assurer un certain contrôle des échanges hygrothermiques à travers les parois. L'air intérieur chaud chargé en hygrothermie du fait des différentes activités humaines, lorsqu'il traverse la paroi en hiver, il se refroidit et peut avoir tendance à condenser. En limitant la charge d'humidité de l'air, on évite cette condensation. Au regard, encore une fois, de ces échanges hygrothermiques, nos produits sont particulièrement adaptés puisque la fibre de chanvre est capable de stocker une partie de cette humidité relative en excès dans l'air intérieur. Et lorsque, dans l'air intérieur, cette humidité relative va baisser, les panneaux en fibre de chanvre vont être capables de la restituer. Ouais. C'est vraiment très très important ce que souligne ici Martin, donc ces propriétés de régulation de nos isolants thermiques. Alors vous allez peut-être penser, oui, mais s'il y a de l'humidité un petit peu dans l'isolant, est-ce que ça ne va pas affecter les propriétés thermiques de nos isolants? Alors en fait non, parce qu'il faut savoir que pour les isolants végétaux, la réglementation exige de qualifier ces produits à un état dit humide, c'est-à-dire supposer que le matériau ait repris un petit peu d'humidité. Ce qui veut dire que les valeurs de conductivité thermique que l'on donne prennent déjà en considération cette notion d'humidité pouvant être contenue dans l'isolant. Mais au-delà de ça, vraiment, et Martin l'a bien souligné, le plus important, c'est l'aspect régulateur. On joue comme un tampon hydrique, on absorbe, on restitue, et ça participe énormément au confort intérieur. Qui reste de cette manière assez constant, que ce soit en hiver ou en été. Pour la partie été, d'ailleurs, on n'a pas parlé du déphasage, qui, en fait, d'un isolant, on attend qu'il nous tienne au chaud en hiver, mais qu'il nous préserve aussi de la chaleur extérieure en été. Nos produits, dans ce cas-là, vont pouvoir assurer, de par leur inertie et leur capacité thermique massique,
assurer le décalage, en fait, quand au plus chaud de la journée, la chaleur va avoir tendance à rentrer dans les maisons, nos produits vont se charger de cette chaleur et la restituer une fois la nuit tombée, lorsque vous pourrez ouvrir vos fenêtres et vous n'aurez pas cette sensation de chaleur en été. Pour finir, j'aimerais... Et là encore, ce que tu soulignes, Martin, c'est vraiment très très important. Hein. Au même titre que les propriétés hygrothermiques, ces notions de confort d'été et de déphasage, c'est très très important pour la toiture, parce qu'en règle générale, et notamment pour les parois rampantes, en fait on a souvent des structures légères, hein, c'est une charpente, chevron, panne, mais il n'y a pas de paroi massique comme une paroi en béton ou en tuile. Donc il y a une certaine vulnérabilité justement vis-à-vis du transfert de la chaleur extérieure vers l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut aller idéalement vers des isolants avec cette capacité thermique dont tu parles, qui vont absorber les calories et qui les restitueront par la nuit ou au travers d'une ventilation nocturne. Mais déphasage très très important avec ces qualités d'isolant à forte densité. Pour continuer sur les descriptions de situations techniques que nous avions entamées, on a évoqué le cas des combles perdus. On va parler maintenant des combles aménagés. La composition d'un comble aménagé, comme vous pouvez le voir sur le schéma sur ma gauche, consiste en partant de l'intérieur de la paroi jusqu'à l'extérieur en un parement rigide qui va être fixé sur une ossature qui peut être métallique ou consister en des chevrons bois, eux-mêmes fixés sur les pannes de couverture, et ces deux espaces peuvent être remplis d'isolant. En termes d'épaisseur, pour vous donner des valeurs, sur du neuf, on va varier de 280 jusqu'à 300 mm et plus en fonction de la résistance thermique recherchée. Au-delà de ces deux épaisseurs d'isolant, on va ensuite venir mettre un écran de sous-toiture qui va permettre d'éviter toutes les infiltrations d'eau de pluie face aux éventuelles défaillances de la couverture. En voici un exemple. Voilà. On peut avoir de cette manière un écran sous-toiture rigide, comme vous le voyez ici, encore un produit biosourcé, ou alors un écran sous-toiture, un produit plastique qui sera plus souple. Dans tous les cas, cette membrane devra profiter d'une lame d'air entre l'isolant et cette membrane afin d'assurer une certaine ventilation. Il existe aujourd'hui des écrans de couverture dits HPV, hautement perméables à la vapeur d'eau, qui permettent de se passer de cette lame d'air et de mettre en œuvre l'écran sous toiture directement sur l'isolant à ras des pannes de couverture. Nos produits sont complètement compatibles avec ces produits-là. Et pour finir la composition de la paroi, on gardera une lame d'air sous la couverture qui peut constituer en des tuiles ou divers autres matériaux, qui sera soutenue par des lithos bois. Oui. Et aujourd'hui, la dernière solution que tu mets en avant, c'est-à-dire d'avoir l'isolant au contact de l'écran de sous-toiture, comme ceci, c'est-à-dire sans lame d'air, c'est vraiment ce qui est recommandé avec les écrans dits HPV ou équivalents. C'est vrai que le fait de laisser une lame d'air, c'était un petit peu ce qui se faisait historiquement, si je puis dire, quand la réglementation thermique n'était pas au niveau d'exigence où elle est actuellement. Mais oui, j'abonde tout à fait dans le sens de Martin, pour aller vers des écrans hyper respirants et avoir l'isolant au contact. Hein. La performance globale thermique de la paroi de toiture sera nettement meilleure. On parle encore une fois des transferts hygrothermiques. En règle générale, il convient de préciser que chaque matériau dispose d'une propriété intrinsèque qui est son coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau et qui va permettre de caractériser le passage, sa capacité en fait à stopper ou non la vapeur d'eau. Il faut garder en tête que ce coefficient, une fois multiplié par l'épaisseur du matériau, va vous donner ce qu'on appelle une lame d'air équivalente. C'est caractérisé dans les fiches techniques par une valeur qu'on appelle SD. Ce SD devra, au fur et à mesure de la paroi de l'intérieur vers l'extérieur, toujours diminuer afin de garantir une bonne circulation de la vapeur d'eau. Les DTU aujourd'hui préconisent un rapport de 1 à 5
entre le SD pardon, du produit intérieur et le SD du produit extérieur. Cette valeur aura peut-être tendance à évoluer dans les prochaines réglementations thermiques. Très bien, merci Martin. Une fois de plus, hein, je fais appel un petit peu à la communauté. S'il y a quelques questions, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Donc vous l'avez compris, hein, le chanvre reste notre ADN et vous le retrouvez dans l'ensemble de nos matériaux, quels qu'ils soient. Alors, à titre d'exemple, on en a choisi 3 aujourd'hui, on peut vous les présenter rapidement. Donc le produit Biofib chanvre est un produit exclusivement à base de ces fibres de chanvre. Donc vous pouvez voir que c'est un matériau très qualitatif avec une très bonne semi-rigidité et une densité de l'ordre de 40 km3. Et puis on a une version un petit peu différente qui est un peu plus orientée sur les exigences acoustiques mais qui a également de très bonnes propriétés thermiques. C'est notre Biofib Watt qui associe schématiquement 50% de fibres de chanvre et 50% de watts de cellulose. Et puis un troisième produit un petit peu plus récent sur le marché, mais qui a trouvé aujourd'hui une vraie bonne place, c'est le Biofib Trio, que voilà, qui est une association du chanvre, de lin, de fibres de lin et de fibres de coton. Hein, l'objectif étant de tirer le meilleur de chacune de ces fibres pour avoir un produit performant un petit peu dans toutes ces applications. Pour continuer sur les différentes configurations techniques dont je vous parlais, je peux comprendre qu'en direct et sans schéma, c'est pas toujours super clair. Vous pouvez retrouver sur notre site qui a été rénové récemment plusieurs guides de pose suivant les configurations que vous désirez. Voilà, n'hésitez pas, si vous ne trouvez pas vos réponses dans les guides de pose Biofib, à passer par notre formulaire de contact. Moi-même, je serais ravi de répondre à vos questions suivant votre projet. Voilà, merci. Alors, petite précision également, parce que je ne pense pas qu'on l'ait dit, oui. Je ne crois pas. En fait, donc, ces produits-là sont fabriqués en association avec une coopérative d'agriculteurs. Il faut savoir que notre société Biofib Isolation est associée donc à une coopérative qui s'appelle Cavac, et en fait on assure nous-mêmes nos productions de matières premières. C'est aujourd'hui pour nous fondamental d'avoir la maîtrise complète de notre sourcing et notamment de cette paille de chanvre. Voilà. Alors la fibre de chanvre aujourd'hui, la paille de chanvre plus précisément, faut savoir que c'est quelque chose qui se développe à grands pas, que ce soit en France, en Europe ou au travers le monde. Et donc on voit vraiment un très très bel avenir dans ces matériaux-là. Une question. Ah, très bien. Nous n'avons pas trouvé Biofib dans la base Ignace dont on se sert pour les calculs. Savez-vous pour quelle raison? Les calculs. Alors il y a une FDES qui a été réalisée pour le Biofib Trio et qu'on a récemment réactualisé. Donc le processus de... La FDES a été réactualisée, le processus de mise en ligne sur la base Ignace est en cours, donc très prochainement vous pourrez retrouver cette fiche. Voilà, et les FDES dont parle Martin sont quelque chose qu'on intègre nous maintenant quasi systématiquement dans le cadre de nos productions. Donc évidemment on fait ça un petit peu au fil de l'eau. Le Biofib Trio, effectivement, ça a été fait très très récemment, donc c'est qu'une question de jours, mais la FDES c'est quelque chose qui est demandé notamment dans le cadre des labellisations et qui vraisemblablement, au vu de la future réglementation E+C-, sera aussi une exigence, je pense, assez formelle pour les matériaux. Alors, sur ce plan-là, nous, on est assez serein parce qu'en fait, compte tenu de tout ce qu'on vous a expliqué, on sait qu'on a forcément un très très bon bilan, un très bon positionnement sur ces notions environnementales et même sanitaires. Voilà, l'empreinte environnementale aujourd'hui, elle est très très faible avec ce type de matériaux. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de préciser, mais dans l'activité de Biofib Isolation, le sourcing des pailles de chanvre se fait dans un rayon de 100 km de l'usine. Et les deux activités de transformation se font sur le même site qui est unique en Europe, et ça c'est aussi très important à noter. Il me semble que nous avons une question. Oui.
Nouvelle question. Les isolants biophiles peuvent-ils être mis en isolation thermique extérieure sur des ERP et CF, réglementation incendie contraignante? D'accord. Donc on est Oui. sur... Ouais. Alors je vais faire la réponse en deux temps, parce qu'il y a deux aspects. Donc il y a l'ITE en tant que tel qui fait que l'isolant est positionné à l'extérieur. Alors aujourd'hui, en termes d'application, oui, on peut réaliser des chantiers de ce type-là. Après, ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas un contexte réglementaire quand même qui exige une sorte de validation ou d'évaluation technique pour l'emploi de ces isolants. La recommandation que l'on peut faire aujourd'hui, c'est que ces produits utilisés en extérieur pour de l'ITE, avec un bardage ventilé par exemple, nous recommandons vraiment de mettre un pare-pluie posé à l'avancement de l'isolation. L'idéal, même si le produit n'a pas de sensibilité particulière à ça, c'est quand même d'éviter pendant la phase chantier des reprises d'humidité qui soient vraiment excessives. Et donc on sait qu'un chantier, notamment dans les bâtiments publics, ça peut s'échelonner sur plusieurs semaines. Donc il faut un petit peu de prudence sur ce plan-là. Concernant l'aspect sécurité, donc vis-à-vis du risque incendie, tout dépend du type de bâtiment. Aujourd'hui, nous, on peut très bien réaliser des ERP, par exemple dans des bâtiments scolaires, à partir du moment où ce n'est pas des bâtiments multi-étages, mais des bâtiments rez-de-chaussée ou à un niveau ou deux sont accessibles, selon les cas, pour nos matériaux. Oui, autre question apparemment. Autre question, en comble perdu sur plancher en rénovation, la pose d'une membrane hygrorégulante n'est pas toujours possible de manière parfaitement continue. On n'a pas posé. Est-ce possible de poser l'isolant Biofib Trio, par exemple, sans la membrane, sans trop de risques? Alors ça va dépendre de la configuration de votre projet, de toute la composition du support. Donc vous parlez d'un plancher bois, si je... C'est pas précisé. Ok. Ouais. En fait, ça va dépendre de la configuration de votre support, de ce que vous avez en dessous également, et de la région où vous vous trouvez, puisque les taux d'humidité relative de l'air varient en fonction du climat local. Donc n'hésitez pas à nous donner plus de précision sur votre projet pour qu'on puisse vous répondre de manière un peu plus précise. Pour compléter ce que dit Martin, c'est vrai qu'il y a une très grande différence, par exemple, entre une dalle béton et puis un plancher bois traditionnel. C'est sûr qu'au niveau des transferts de vapeur d'eau dont tu as parlé, ça n'a absolument rien à voir. Après, oui, on est conscient qu'effectivement, ce n'est pas toujours simple de mettre en place une membrane à la vapeur sur des combles un petit peu compliqués, parce que souvent très anciens. Mais une fois de plus, et je reviens là-dessus en insistant un petit peu, il faut bien considérer bien que nous, on n'a pas peur de l'humidité. Parfois, on pourrait laisser croire qu'une matière végétale, par définition, elle est sensible à l'humidité. Non, bien sûr, il ne faut pas que le produit soit gorgé d'eau, mais des produits comme celui-ci peuvent tout à fait avoir une humidité interne de l'ordre autour de 20%, sans que ce soit dommageable. Donc, je pense qu'on s'inscrit quand même dans un domaine assez sûr, dans la mesure où si l'isolant reprend de l'humidité, on sait par derrière qu'il pourra ressécher. Donc c'est vrai que pour répondre à cette question, bon, je dirais que c'est un petit peu une question de bon sens, mais on a une marge de tolérance qui est quand même assez bonne. Une autre question. Quels sont les surcoûts associés à une isolation biofibre biosourcée en comparaison avec une isolation classique? Donc là, je présume, isolation, c'est pas précisé, mais type laine minérale, j'imagine. Oui, alors il y a plusieurs façons d'aborder la réponse à cette question. C'est sûr que si on compare basiquement le prix d'un isolant biosourcé tel que les nôtres à une laine minérale basique qui fait 15 ou 16 km3, notre produit restera un petit peu plus cher en prix unitaire. Mais le vrai bon raisonnement à avoir, c'est qu'est-ce que vous apportera des isolants biosourcés sur du long terme. Aujourd'hui, quand vous utilisez un isolant tel que Biofib Chanvre ou Biofib Trio, vous faites un vrai investissement et qui va vous apporter un résultat sur de très longues années. Et quand je dis un résultat, c'est vraiment du premier jour de l'année au 31 décembre. C'est-à-dire qu'en période hivernale, vous allez
profiter des très bonnes performances thermiques en termes de conductivité du produit, et puis en confort d'été, vous allez avoir le produit qui est bien adapté et vous évitez la surchauffe estivale qui vous conduirait peut-être à investir dans une unité de climatisation. Donc il faut bien considérer que l'isolant, il est utilisé dans toute sa substance, si je puis dire, dans toute son essence même, tout au long de l'année. En plus, vous aurez aussi un bénéfice acoustique. On n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, avec des isolants qui sont quand même plus denses que les isolants traditionnels du marché, on a un bénéfice acoustique, notamment dans les toitures, dans les combles aménagés. Et puis on peut aussi préciser, Olivier, qu'il existe aujourd'hui un panel assez large d'aides financières pour la réalisation de travaux, que ce soit en neuf ou en rénovation. Et pour avoir plus de précision sur ces aides, vous pouvez vous rapprocher notamment des points info énergie à l'échelle départementale qui sauront vous guider vers les différents dossiers, les différentes aides auxquelles vous pourrez souscrire selon la nature de votre projet. Je rebondis aussi sur ce que vient de dire Martin, au sens où effectivement dans les marchés de la rénovation, on a tout à fait accès aux notions de crédit d'impôt ou aux certificats aux économies d'énergie, puisque les produits, enfin pour la plupart d'entre eux, ont toutes les évaluations techniques de type avis technique, ACERMI, qui permettent de monter un dossier pour obtenir ces subventions. Très bien. Ben, écoutez, on est à la fin de ce Facebook Live. Merci à tous de votre participation. Comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on est vraiment totalement disponible pour répondre à vos questions et vous accompagner si vous avez quelques projets. Ce premier Facebook Live sera bien sûr prolongé par d'autres séquences. On essaiera d'apporter des réponses assez techniques aux exigences du moment. Et puis, n'hésitez pas à aller sur nos sites internet, notre blog, profiter de nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, à consommer sans modération. Et merci encore. Voilà, à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.